Le Sahara. Un immense bac à sable brûlé par le soleil, aussi grand que les États-Unis. Presque personne n'y vit. Pourquoi? Est-ce à cause de la chaleur, du manque d'eau, ou simplement parce que les chameaux étaient là les premiers? Voyons ça. D'abord, le Sahara n'est pas vraiment vide. Il est juste sélectif quant à ceux qui peuvent y rester. Prenez les Touaregs, 2 millions de personnes, dispersées du Mali au Niger. Ce peuple vit ici depuis bien avant qu'Athènes n'imagine même le Parthénon. Certains historiens pensent même qu'ils pourraient être de lointains cousins des anciens Égyptiens, ce qui signifie qu'ils étaient des influenceurs du désert bien avant Instagram. Ils se nomment les hommes libres, et en sont convaincus. Ils ont résisté à tous ceux qui ont voulu les défier. Rome, les Français, même la météo. Et c'est pas rien quand votre arrière-cour atteint 50 degrés Celsius. Ensuite, il y a les Sahraouis, environ 650 000 d'entre eux. Voyez-les comme un mélange du désert, des conquérants arabes mêlés aux berbères locaux, tous assaisonnés par des siècles de vent, de sable et d'entêtement. Ces gens ont regardé des dunes sans fin et ont dit « Oui, ça a l'air bien, donc il y a des gens là-bas. Regardez simplement cette carte. Mais depuis l'espace, le Sahara paraît vide. » Comme si quelqu'un avait appuyé sur supprimer pour effacer la moitié d'un continent. Les seules personnes assez courageuses pour vivre ici. Les tribus nomades. Leurs maisons sont des tentes traditionnelles en tissu et poils d'animaux. Leur bétail fournit nourriture et boissons. Leur transport, les caravanes de chameaux. Fiables sous la chaleur torride du désert et essentiels pour trouver des sources d'eau. Mais nous y reviendrons plus tard. Jetons un regard plus large sur le Sahara. La seule bande verte, elle est ici. La vallée du Nil, c'est la botte secrète de l'Égypte. Des crues prévisibles, des terres agricoles à perte de vue, et une histoire plus longue que la liste des signaux d'alarme de ton ex. Si tu vas vers l'ouest, la Libye a essayé de surpasser la nature avec la grande rivière artificielle. C'était une paille souterraine à 25 milliards de dollars qui aspirait l'eau d'anciens aquifères. Au-delà, c'est le grand vide beige. Entre le Nil et le Sahel, la densité de population chute. Sur 3,6 millions de milles carrés seulement, 2,5 millions de personnes y vivent. Le reste, c'est le plus grand panneau solaire du monde, sans l'électricité. Mais il y a quelque chose de particulier dans cette zone morte. En 332 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand est entré en Égypte et a été couronné pharaon. Mais conquérir le monde connu ne lui suffisait pas. Il a décidé de traverser le Sahara, sa destination, l'oasis de Siwa, nichée au cœur de la dépression de Qattara. Un endroit si bas qu'il est pratiquement le nombril de la Terre, à 19 mètres sous le niveau de la mer. 200 sources jaillissent à travers le calcaire et l'argile poreux, défiant silencieusement les lois de la nature qui voudraient que cet endroit ne puisse pas exister. Alexandre a été déclaré fils du dieu Amon. Oui, c'est ça. Le désert a regardé ce Macédonien en sueur et l'a appelé Zeus Junior. On pourrait croire qu'il prendrait sa retraite après ça, mais non, l'homme a simplement continué à marcher. Aujourd'hui, environ 25 000 personnes vivent encore à Siwa, préservant des traditions anciennes au milieu de dunes façonnées comme des pyramides conçues par Salvador Dali. Mais Siwa n'est qu'une oasis parmi le réseau secret de points d'eau du Sahara. La plus grande, Tafilalt, se trouve dans le sud du Maroc. C'est la championne incontestée des oasis. Près de 30 000 miles carrés de palmeraies, s'étendant entre des falaises de sable doré comme de l'or en fusion. C'est moins un désert désolé qu'une section VIP pour les dattes et les ânes. Regardez une carte de la population, c'est assez évident. Même un cactus pourrait faire le calcul. L'eau, c'est la vie. Pas d'eau, pas de fête. Et partout ailleurs, c'est du cosplay martien. À part le Nil et quelques rivières timides cachées à l'ouest, l'eau de surface est pratiquement une rumeur racontée autour du feu de camp. Mais il y a 7000 ans, le Sahara était carrément vert. Une vraie ambiance tropicale. Des hippopotames, du bétail, des gens qui barbotaient comme si c'était une station balnéaire de l'âge du bronze. Les peintures de rupestres anciennes le prouvent. Les plus vieux selfies de vacances du monde. Puis est venu le grand abandon. Les pluies sont parties, les rivières ont disparu, et le Sahara est devenu totalement minimaliste. Tout cela fait partie d'un cycle climatique de 240 000 ans, qui oscille entre l'Éden et bonne chance pour survivre après midi. Tous les 20 000 ans, la Terre oscille sur son axe. C'est suffisant pour dévier la trajectoire des moussons et transformer le paradis en soufflerie brûlante. La version planétaire des sautes d'humeur. Nous sommes en plein dans la phase sèche du Sahara, le mode déshydratation intégré de la planète. Les moussons sont partis depuis longtemps vers le sud, laissant l'Afrique du Nord attendre. Ici, la pluie est aussi imprévisible que la batterie de ton téléphone après une mise à jour.
Officiellement, le Sahara reçoit moins de 8 cm de pluie par an, mais ça c'est la moyenne. Un tiers de la région ne reçoit qu'1 cm. Encore 17% à peine, 0,5 cm. C'est le genre de sécheresse qui t'exfolie l'âme. Pendant ce temps, Phoenix, en Arizona, peut enfin se vanter de quelque chose. Bien sûr, il fait assez chaud pour faire frire un œuf sur ton allée, et ta santé mentale sur le chemin jusqu'à ta voiture. Mais au moins Phoenix a des rivières. De vraies rivières. Le Colorado, les rivières Salt, la Verde, tout un buffet d'hydratation. Ils ont des pelouses, des piscines, des annonces sur Zillow. Le Sahara, juste des mirages et des regrets. Mais sous tout ce sable, de l'eau ancienne piégée quand cet endroit était luxuriant. Regardez cette carte, d'énormes aquifères souterrains. Le plus grand, le système aquifère de Grénubien, s'étend sur 1 million de milles carrés. Assez pour faire couler l'eau des robinets pendant des siècles. Sauf que c'est de l'eau fossile. Une fois que vous la buvez, elle disparaît. Pas de rab. Il ne pleut plus ici. Le grand fleuve artificiel de la Libye vit de cette réserve ancienne, aspirant les restes d'un monde plus humide. Quand elle s'assèche, le rêve d'un Sahara vert disparaît aussi. Et si vous aimez ces explorations de cartes, n'oubliez pas de vous abonner. Mon ambition s'évapore plus vite que la nappe phréatique. De toute façon, même les oasis, ces petits miracles verts et tenaces, meurent lentement. Le désert s'étend progressivement chaque année dans les zones sensibles, engloutissant le Sahel grain de sable après grain de sable. À Tombouctou, le fleuve Niger a tout simplement déserté les lieux, isolant la ville de sa source d'eau fiable. Maintenant, le Sahel s'effrite en poussière et tous ceux qui restent regardent avec l'horizon s'approcher, une avalanche de sable au ralenti qui murmure « Bientôt ». Siwa, Tafilalt, ce sont des bougies dans un ouragan, brillantes, magnifiques et condamnées, sans eau, pas d'habitants, pas de ville ni de lendemain. Les lumières brillent encore, mais le désert tend déjà la main vers l'interrupteur. Et pourtant, dans l'imaginaire occidental, Tombouctou ressemble encore à une histoire du soir pour les passionnés de géographie. Eh bien, je ne parle pas de toi. Dans un sondage britannique, un tiers des personnes ne pensaient même pas que ça existait. Ça ne m'étonne pas. Le Sahara a toujours été le plus grand leurre du monde, mais pour l'instant Tombouctou est bien réel, et sa réputation de conte de fées vient du sel. La ville ne s'est pas seulement développée grâce à cela, elle en a prospéré. Le Sahara cache plus de 20 lacs salés et mine dans la Tagaza et la Taoudénie, d'anciens gisements très lucratifs, où les hommes extrayaient littéralement de l'or blanc. Tombouctou, situé au centre, envoyait le sel vers le nord, la Méditerranée, et vers le sud, la savane. À l'époque, le sel était bien plus qu'un assaisonnement, c'était une assurance vie. Pas de réfrigérateur, pas de glace, juste du sodium ou la famine. Mangez votre nourriture sans sel, vous n'étiez pas rustique, vous étiez barbare. La civilisation, littéralement, s'est construite sur l'assaisonnement. Salt Bae aurait été dans son élément. Mais tout comme la carrière de Salt Bae, l'ère du sel du Sahara est allée trop loin. Que du spectacle, aucune survie. Trop peu d'eau, trop de sel. La pire routine de soins pour la peau au monde. On dit que Rome a salé la terre après avoir détruit Carthage. Le Sahara, il s'est infligé cela lui-même. Avec le changement climatique, les lacs de la région ont disparu presque du jour au lendemain, à l'échelle géologique, laissant une croûte de minéraux. Fantastique pour les anciens commerçants, mais terrible si vous espériez planter, eh bien, quoi que ce soit. Même aujourd'hui, le sol baigne encore dans le sel. Quelques herbes clairsemées arrivent à percer, ainsi que quelques palmiers ça et là. Et puis, il y a la pastèque du désert. Elle est tellement toxique que la FDA l'a carrément interdite, et l'armée américaine met en garde les soldats contre sa consommation. Et comme si le sel et les pastèques toxiques ne suffisaient pas, le Sahara abrite des bactéries qui stockent l'eau, comme des survivalistes. Elles piègent chaque goutte sous terre pour se protéger. Un complot microscopique pour garder le désert sec. La vie existe ici, c'est vrai, mais c'est le genre de vie qui s'assure que rien d'autre ne survive. Si tu tamises les dunes, tu découvriras ce qui se cache vraiment en dessous. Les Yermosols, la terre préférée du désert, ce sont les sols les plus courants ici, et ils ont une caractéristique unique. Originaux, pas comme les autres sols. Ils sont fins, maigres comme un influenceur. Sous cette couche à peine présente, il y a du gravier et des cailloux. On dirait que la terre a abandonné en créant la couche arable. Si tu veux faire de l'agriculture ici, oublie, rien ne pousse dans le gravier. Au mieux, tu auras une pastèque toxique et un coup de soleil. Et même si par miracle quelque chose poussait, il faudrait encore gérer les saisons. Sauf que le Sahara, lui, il s'en fiche complètement du truc printemps, été, automne. Ces saisons, c'est juste différents niveaux de chaos.
d'une douce exfoliation au décapage au sable en mode destruction totale. En Afrique de l'Ouest, de décembre à avril, tu as l'harmattan. Les locaux l'appellent le docteur Vent, sûrement parce qu'il occupe bien les médecins. Il est sec et légèrement plus frais, mais il apporte aussi des cadeaux en prime, comme des parasites et des microbes responsables de la tuberculose. L'humidité descend en dessous de 5%, ce qui est super si tu es du bœuf séché, mais beaucoup moins si tu es humain. Pendant ce temps, en Afrique de l'Est et au Levant, ils ont le Khamsin, le Sahara en mode sèche-cheveux. 50 jours de vent de mars à mai, soufflant jusqu'à 140 km à l'heure. Le mercure dépasse les 40 degrés Celsius. Ce n'est pas de la météo. C'est la manière de la nature de dire que tu ne devrais pas vivre ici. Ces vents ne font pas que faire fondre les gens, ils ruinent aussi le dessert. Les prix du chocolat grimpent à chaque fois que l'harmattan devient incontrôlable. La saison 2025 a été la plus sèche depuis 6 ans. Les cultivateurs de cacao au Ghana et en Côte d'Ivoire regardèrent leur culture se dessécher comme un Écossais dans le Sahara. Le résultat a été la plus faible récolte de cacao depuis 21 ans. Alors quand tu débourses 12 $ pour une boîte de chocolat de la Saint-Valentin, souviens-toi que ce n'est pas l'inflation, c'est le Sahara qui souffle de la poussière chaude sur ta vie amoureuse. Chaque année, les vents du Sahara font des ravages. Non contents de simplement griller les cultures, ils jouent les parrains de la mafia et les enterrent vivantes. Les plantes ne font pas de photosynthèse enveloppées dans le papier de verre naturel. Le vent érode aussi le sol. Sans surprise, les habitants du désert ont préféré échanger sel, or et ivoire. Vous laisseriez aussi l'agriculture si vos champs disparaissaient ainsi. Mais le vent ne s'arrête pas aux cultures. C'est l'ennemi juré de la civilisation. Le sable ici ne fait pas que piquer, il complote. Il décape la peau, déchire les bâtiments et ronge les lignes électriques. Les moteurs s'étouffent, les filtres se bouchent et les machines font un bruit comme si elles se gargarisaient avec du gravier. Ici, les infrastructures ne vieillissent pas, elles s'érodent. L'autoroute transsaharienne, le plus long projet de construction du monde, a commencé dans les années 1970 et n'est toujours pas terminée. Certaines parties ne sont toujours pas goudronnées. Le coût total jusqu'ici, 175 millions de $ rien qu'au Niger. La route en terre la plus chère du monde. Et pourtant, sous toute cette poussière se cache un trésor. Le Sahara, autrefois verdoyant, a laissé plus que des fossiles d'hippopotame. Il a laissé une fortune enfouie. Pétrole, gaz, uranium, phosphate. L'Algérie à elle seule détient 2% du gaz naturel mondial. L'Égypte et la Libye reposent sur des milliers de milliards de pieds cubes supplémentaires. La réserve d'uranium de l'Algérie, environ 26 000 tonnes. Les phosphates du Maroc, assez pour nourrir la moitié de la planète, littéralement grâce aux engrais. Le Sahara n'est pas stérile. Il fait simplement des réserves comme s'il savait quelque chose que nous ignorons. Alors, pourquoi n'est-il pas riche ? Simple, on ne peut pas creuser sans eau. Le forage pétrolier, le raffinage de l'uranium, l'extraction du gaz, tout cela en a besoin. Et ici, l'eau n'est pas une ressource, c'est une expérience religieuse. L'utiliser pour extraire des ressources énergétiques, c'est comme assécher son dernier oasis pour recharger son iPhone. Proposez ça à quelqu'un dont le village vient de disparaître sous une dune mouvante. Et même si l'industrie décolle d'une manière ou d'une autre, elle dévorera ce qu'il reste de la terre. Pomper, forer, exploiter, ce sont juste différentes façons de donner un coup de masse à un sol déjà sous assistance respiratoire. Ça a empoisonné les rares poches d'eau qui subsistaient encore. Soyons honnêtes, le Sahara n'a pas besoin d'aide pour devenir plus sec, mais on continue d'arriver avec nos pelles quand même. Ensuite viennent les désastres causés par l'homme. À quoi penses-tu quand tu entends le nom de la Libye ? Les choses ne sont pas aussi chaotiques qu'aux guerres civiles des années 2010, mais dire que c'est stable, c'est vraiment voir le verre à moitié plein. Le gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU existe surtout sur le papier. Les élections promises pour 2021 restent toujours un mirage. Des milices rivales tournent en rond comme des vautours autour d'un buffet à volonté de mauvaises décisions. C'est tellement fragile que l'écho sombre de l'histoire est revenu. La traite négrière, transsaharienne. Elle aurait pris fin le siècle dernier. Mais elle revient via les routes de contrebande libyennes, où les trafiquants transportent des personnes plutôt que du sel. Alors oui, le désert recèle des richesses, du pétrole, du gaz, des minéraux, de la traite d'êtres humains. Mais qui va investir des milliards dans un endroit où les gouvernements s'évaporent plus vite que la sueur ? Aucune entreprise ne veut investir dans des infrastructures, risquant d'être enterrée par la politique avant même que le sable n'en ait le temps. À plus grande échelle, c'est partout la même histoire. Les frontières qui traversent le Sahara sont des fantômes coloniaux. Elles ont été tracées par des Européens, qui en 1914 possédaient 90% de l'Afrique,
alors qu'ils n'en détenaient que 10% en 1870. Des lignes tracées en Europe imposées à l'Afrique. La terre n'a jamais obéi. Et aujourd'hui, elle rappelle à tous qui commandent vraiment. Le vent, la chaleur et le temps lui-même. Quand les anciens empires ont finalement cessé de s'entretuer, ils étaient trop ruinés pour garder leur colonie. Mais les rendre n'a pas été élégant. C'était plutôt « débrouillez-vous avec ça ». Les colonisateurs avaient tracé des frontières à travers des cultures qu'ils comprenaient à peine, découpant routes commerciales et communautés. Le résultat ? Une carte bricolée à coups d'approximation et d'arrogance. Ces lignes hantent encore tout le monde aujourd'hui. Les frontières sont peut-être arbitraires, mais les pays créés sont douloureusement réels, un Frankenstein politique assemblé de briques et de brocs. La plupart sont dirigés par des hommes forts issus des répliques du printemps arabe, chacun promettant la stabilité tout en tenant une allumette au-dessus d'un baril d'essence. La guerre du Sahel s'étend désormais sur une grande partie de l'Afrique. C'est la version désertique d'un travail de groupe où tout le monde échoue. Lorsque les forces françaises se sont retirées du Mali en 2022, le vide de pouvoir n'est pas resté inoccupé. Des régimes militaires ont afflué. Aujourd'hui, des personnalités comme Abdourahmane Tiani tiennent les rênes, transformant la région en un patchwork de juntes militaires. Ce n'est pas vraiment l'endroit où les investisseurs font la queue avec leur PowerPoint et leur carnet de chèques ouverts. On ne peut pas vendre la stabilité quand le type qui signe votre permis arrive en lunettes de soleil et à bord d'un char d'assaut. Et le colonialisme n'a pas seulement détruit la politique, il a aussi abîmé la terre. L'Europe a obligé les populations locales à délaisser les cultures durables pour des cultures de rente comme le coton, appauvrissant les sols plus vite que les colonisateurs n'ont exploité la terre. Au moment où l'indépendance est arrivée, la terre était grillée. Tous les nutriments avaient disparu, cuits lentement par le soleil, jusqu'à ce que même la terre abandonne. Alors, le Sahara est-il condamné ? Eh bien, pas tout à fait. Mais ne vous attendez pas à une fin façon Disney. Prenez Doha, au Qatar, un mirage de science-fiction qui a réellement fonctionné. Il a fait en moyenne 41 degrés Celsius l'année dernière, et la ville s'en sort plutôt bien. Elle fonctionne grâce à une détermination sans faille, et à des usines de dessalement. Depuis 1954, Doha transforme l'eau de mer en eau potable, avec une telle efficacité que 99,9% de son approvisionnement provient du Golfe. Les 0,01% restants proviennent des aquifères. Une solution de secours au cas où Poséidon claque la porte. C'est un miracle d'ingénierie, dont le Sahara ne peut même pas rêver. On ne peut pas dessaler ce qu'on n'a pas. Comme l'accès à une réserve d'eau et quelques milliards cachés derrière une dune. L'arme secrète du Qatar, ce n'est pas la chance. C'est de l'or liquide et une personnalité explosive. Le pays repose sur plus de 25 milliards de barils de pétrole, et 843 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel, soit environ 11% des réserves mondiales. Et en février 2024, Qatar Energy affirme en avoir trouvé encore plus. Encore 240 000 milliards de pieds cubes dans le North Field. Qu'est-ce que ça veut dire ? De l'argent. Des montagnes d'argent. Assez pour faire du Qatar le 5e pays le plus riche par habitant. Et acheter une autre équipe de football, juste pour la laisser sur le banc. Mais ce processus coûte cher. Environ 5 à 10 $ pour 1000 gallons. Mais quand ton PIB pourrait submerger une petite nation, tu ne t'inquiètes pas de la facture. Maintenant, imagine la Libye essayant de faire pareil. Le dessalement à l'échelle du Qatar ? Aucune chance. Et la Libye est l'un des pays les plus riches du Sahara. Le Soudan, la Mauritanie, le Sénégal, ils ne sont même pas dans la course. À moins qu'un investisseur miracle n'arrive avec des poches pleines et aucune peur des coups d'État, le dessalement restera sur la liste des souhaits, juste à côté d'un gouvernement démocratique. Bien sûr, la grande rivière artificielle de Libye le fait. Mais essayez donc de l'entretenir à travers les tempêtes de sable et les dunes mouvantes. Et les routes. Oubliez ça. Et puis il y a la politique, la sécheresse la plus persistante du Sahara. Déplacer quoi que ce soit à travers ces frontières signifie négocier avec des gouvernements qui ont déjà du mal à négocier avec eux-mêmes. Théoriquement, ils pourraient financer des projets communs avec l'argent du pétrole et du gaz. En pratique, cela nécessite la paix, la stabilité et une absence totale de coups d'État. 3 choses auxquelles le Sahara est allergique. Le Nigeria à lui seul en a connu 5 depuis son indépendance en 1960. Il y a un pays dans le Sahara que vous ne trouverez pas sur la plupart des cartes. La République arabe sahraoui démocratique, aussi appelée la RASD. C'est en fait un gouvernement que presque personne ne reconnaît. Elle revendique la Aïoun comme capitale. Mais le Maroc contrôle à la fois la ville et environ 80% du territoire. Pour verrouiller cela, le Maroc a construit un mur de sable de 2250 km, joyeusement appelé la zone libre.
La capitale de facto de la race des Rabouni est un camp de réfugiés avec un drapeau. Ce statu quo dure depuis les années 1970, ce qui fait que l'investissement à long terme ressemble au début d'une mauvaise blague. Usine de dessalement, route maritime, allons donc. Personne ne mise des milliards sur une terre où même les frontières ne tiennent pas en place. Alors, quelle est la plus grande exportation du Sahara? Ce n'est ni le pétrole, ni le gaz, ni même l'eau, c'est la poussière. Chaque été, la couche d'air saharienne soulève 180 millions de tonnes de cette matière et l'envoie à travers l'Atlantique. Elle dérive au-dessus de New York, saupoudre les Caraïbes et se dépose à Cancun, juste à temps pour gâcher la photo de lune de miel de quelqu'un. Mais c'est aussi la meilleure amie de la Floride. Vous vous souvenez de la fabrique à ouragans, qu'était la saison des ouragans dans l'Atlantique en 2005. 2006 devait être la suite. 16 tempêtes nommées 10 ouragans. 6 ouragans majeurs. À la place, le Sahara a envoyé de la poussière et l'océan a dit « Je passe mon tour ». Seulement 5 ouragans se sont manifestés et seulement 2 sont devenus des ouragans majeurs. Cet air sec a étouffé le système de tempête. La gestion météorologique selon le désert. La poussière ne détruit pas que les tempêtes. Elle nourrit aussi les jungles. Chaque année, environ 27,7 millions de tonnes de poussière du Sahara tombent sur le bassin de l'Amazone, chargées de phosphore, des vitamines pour la forêt tropicale. La chaîne d'approvisionnement la plus étrange de la nature. Un des endroits les plus secs de la Terre fait vivre l'un des plus humides. La relation à distance la plus étrange de la nature. Dans 15 000 ans, lorsque le Sahara cessera enfin de projeter sa poussière à travers la planète, les choses pourraient devenir compliquées. Attendez-vous à plus d'ouragans fonçant sur la Floride et à moins de nutriments atteignant l'Amazonie. Un terrible compromis. Plus de chaos pour tout le monde, mais c'est un problème pour demain. Aujourd'hui, les pays qui bordent le désert, les nations du Sahel, essaient simplement de ne pas être ensevelis sous le sable, et c'est là qu'intervient la grande muraille verte. Le grand plan de l'Afrique pour combattre le sable avec des feuilles. Lancé en 2007, c'est une tentative botanique désespérée. 8000 km d'arbres destinés à restaurer 100 millions d'hectares de terre morte, à piéger des millions de tonnes de CO2 et à créer 10 millions d'emplois d'ici 2030. C'est le plus grand projet de jardinage au monde. Même l'Érythrée a rejoint, sûrement pour éviter que son président ne se retrouve avec une propriété en bord de mer entièrement faite de poussière. C'est audacieux, c'est brillant, mais c'est en retard. L'an dernier, seulement environ 30% des zones ciblées avaient été restaurées. La coordination entre une douzaine de pays a été presque aussi fluide qu'un balai de chameaux dans une tempête de sable. Les critiques parlent de néocolonialisme vert, surtout après qu'Emmanuel Macron soit arrivé en 2021 avec un chéquier et une conscience coupable. Rien ne dit « désolé de vous avoir colonisé », comme proposé de planter quelques arbres. Et franchement, tout le monde n'a pas envie que la même main qui tenait le fouet distribue maintenant des arrosoirs. Pourtant, il y a des points positifs. La portion du mur au Sénégal fonctionne, preuve que lorsque les habitants agissent, le désert recule, d'autres pays suivant l'exemple. Quand ton gagne-pain est en train d'être enseveli, tu plantes d'abord des arbres et tu comptes les profits plus tard. Mais c'est le Sahara, toujours affamé, toujours en mouvement. Une bête qui exige un tribut rien que pour te laisser exister. Quand tout un continent doit faire pousser une forêt de la taille de l'Australie juste pour rester vivable, tu comprends que survivre ici n'est pas seulement un mode de vie. C'est un travail sans pause, sans avantage, et le patron, c'est le vent. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo et souhaitez en voir d'autres, abonnez-vous et activez les notifications. Cela compte vraiment. Merci encore, et on se retrouve la prochaine fois sur MAPAC.